Notre grand problème, c'est justement que cet État qui parle au nom de toutes les Maliennes et tous les Maliens, cet État n'est pas malien. Au moment des indépendances, on a choisi de mettre en place un modèle d'État. Et ce modèle d'État, malheureusement, on n'a pas été le négocier, le discuter avec les communautés, avec les populations maliennes. Ce modèle d'État, nous l'avons hérité du pouvoir colonial. On a reproduit l'État colonial et on l'a continué. Et cela n'est pas une façon pour moi de dire ce que les pères de l'indépendance ont fait mauvais. Ils ont fait des choix de leur époque. Les pères de l'indépendance, pour la plupart d'entre eux, ils ont appris la politique dans les institutions françaises. Ils ont servi même dans les institutions françaises. Beaucoup d'entre eux étaient députés dans les assemblées en France. Beaucoup d'entre eux certains ont même été dans le gouvernement de la France. Donc intellectuellement, ils ont reproduit ce qu'ils savaient faire. Donc ils ont reproduit l'État colonial sans prendre le temps d'aller discuter de la nature de cet État. Parce qu'un État, c'est quoi? C'est des institutions, c'est des pouvoirs, c'est des partages de pouvoir entre les institutions. Ces grandes questions n'ont pas été négociées avec nos communautés. Donc il y a eu des choix qui ont été faits sur ces bases-là. Et quand on regarde ces choix-là avec le recul aujourd'hui, on voit que c'est des choix, le fait que ça n'a pas été discuté avec les communautés maliennes, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour nos communautés qui ont été oubliées dans ces choix. Le Mali, c'est le territoire qu'on appelle, la nation et le territoire qu'on appelle le Mali aujourd'hui, est un héritage de vieux États qui ont existé. Nous sommes sur des territoires où il y a eu des vieux États depuis le 6e, 7e siècle. Il y a eu l'Empire du Ghana, il y a eu l'Empire du Mali, il y a eu l'Empire Songhai, il y a eu les royaumes qui sont venus après. Les plus importants, c'était le royaume Bambara de Ségou, le royaume Peul du Massina, le royaume de Samori, le Kénédougou. Donc, notre territoire là n'est pas vierge d'histoire. L'histoire de ce territoire ne commence pas à l'indépendance. Donc le Mali ancien est beaucoup plus vieux que l'indépendance. Alors, donc c'est des vieilles nations, nos communautés qui sont ici, c'est des vieilles nations qui ont un patrimoine culturel, qui ont un patrimoine institutionnel, qui ont un patrimoine administratif. Alors on est venu parachuter un État qui ne correspond pas à ce patrimoine. Malheureusement, cet État, les dispositions de cet État, quel type d'institution, quel type de pouvoir, comment on organise la gestion du pouvoir, comment on organise même la désignation des chefs, tout ça n'a pas été discuté avec nos communautés. Alors, face à ça, nos communautés, très souvent, ont pris le maquis, comme je le dis souvent. Et vous savez, moi j'ai eu cette chance, quand je suis rentré de mes études en France, puisque je suis agronome économiste de formation, j'ai commencé directement mon travail comme enquêteur dans les villages. Parce que j'ai été recruté à l'Institut d'économie rurale, qui m'a envoyé dans la région de Sikasso, à partir de Bougouni jusqu'à Yorosso. Je couvrais toute cette zone-là. Et j'avais des équipes d'enquêteurs qui faisaient des enquêtes dans les villages. Et comme moi je supervisais ces enquêteurs, j'étais dans les villages. Il m'arrivait de passer 2 mois, 3 mois dans les villages. Et j'avoue que ça m'a permis de comprendre, moi qui ne suis pas... Bon, je suis d'une petite ville, je suis de Bandiagara. Bandiagara, ce n'est pas le village, mais ce n'est pas aussi la grande ville.
Mais je n'étais pas un rural. Mais ce séjour, j'ai fait quand même une dizaine d'années de séjour dans les villages, ça m'a permis de comprendre qu'il y a un décalage. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, ce n'est pas un secret, ceux qui connaissent les villages se rendent compte, il y a un décalage énorme entre nos communautés qu'on appelle les populations et les institutions. Aussi longtemps qu'on n'a pas résolu ce décalage, on n'aura pas de pays stable. Et pour moi, c'est ça qui explique toutes les révoltes, toutes les rébellions, tous les coups d'État, parce que nous sommes un pays qui n'est pas stable. C'est un pays qui a connu quand même, le dernier coup d'État, ça fait combien de coups d'État? Nous sommes au 4e coup d'État. Nous avons connu 4 rébellions armées. Alors tout ça permet de voir que l'État dans lequel nous sommes installés, en pensant que c'était un État malien, en fait c'était un État du Mali, mais ce n'est pas un État malien. Les Maliens, la grande majorité des Maliens, ne se retrouvent pas dans cet État. C'est un État qui a été pensé et mis en place par une élite. L'élite politique et administrative. Et je crois que pour moi, hein, je peux me tromper, il peut y avoir d'autres points de vue, mais par mon expérience, pour moi, notre grand problème, c'est justement que cet État qui parle au nom de toutes les Maliennes et tous les Maliens, cet État n'est pas malien. En tout cas, il ne représente pas la préoccupation de la grande majorité des Maliens. Alors c'est pour ça, l'exercice favori des Maliens, c'est d'abord de contourner cet État, tant qu'ils peuvent, et ça ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile de le constater, hein. Mettez-vous au bord du goudron ici, vous allez bien voir que le comportement de nous tous, quotidiennement, c'est de contourner l'État. C'est l'exercice. Non, mais c'est pas difficile de le voir. On passe notre journée à contourner l'État. Vous mettez au carrefour là, dès qu'il n'y a pas de policiers, chacun fait ce qu'il veut. Bon, donc on passe nos journées à contourner l'État parce qu'on ne s'identifie pas à cet État. Cet État fonctionne sur des règles qui n'ont pas été... on n'a pas négocié avec nous le fonctionnement de cet État. Alors ça peut prendre des extrêmes. Le contournement qu'on fait, souvent ça va jusqu'à aller prendre des armes pour se battre contre. Alors c'est pour ça, moi je dis souvent et je l'écris, au Mali nous avons 2 types de rébellions. Il y a la rébellion armée qui vient régulièrement du nord et aujourd'hui malheureusement qui est au centre. Mais il y a la rébellion passive, qui est le développement incroyable de l'informel. Nous sommes tous dans l'informel, quotidiennement. Mais l'informel, c'est une rébellion. C'est parce qu'on rejette le formel qu'on va faire l'informel. Donc voilà, moi je crois que si nous voulons un État qui concerne tout le monde, auquel tout le monde obéit, d'où le problème de la légitimité. Quelqu'un a posé la question de la légitimité. La légitimité, c'est on accepte, même si on n'est pas d'accord. Un État légitime, c'est-à-dire que quelque chose qui est légitime, un pouvoir légitime, on accepte même si on n'est pas d'accord. Bon, aussi longtemps que nous n'accepterons pas cet État tel qu'il est construit, cet État ne sera pas légitime aux yeux des communautés. Au contraire, les communautés combattent l'État, surtout qu'il y a eu des évolutions. Les communautés ont beaucoup évolué, mais l'État, lui, n'a pas beaucoup évolué. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens disent la démocratie a amené le désordre? On l'entend, c'est courant. Bien sûr. Mais la démocratie a amené quoi? La démocratie a amené la liberté. Bon, aussi longtemps que les gens n'avaient pas de liberté, les gens n'étaient pas informés.
Il n'y avait pas de droit. Les gens étaient soumis, obéissants. Bon, l'État a l'impression que ça va. Mais aujourd'hui, avec les mutations qu'il y a eu dans notre pays, chacun de nous a son téléphone portable dans sa poche et instantanément informé sur ce qui se passe dans tout le Mali. Chacun de nous est dans ses réseaux sociaux, l'information circule, on est dans un état de droit où chacun a des droits. Bon, on n'est plus des citoyens, des populations obéissantes comme nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Donc les gens n'acceptent pas aujourd'hui ce que leurs pères et leurs arrière-grands-pères acceptaient. Voilà la mutation que ça a apporté. Alors, or, notre État n'est pas fait pour gérer ce genre de populations non obéissantes. Notre État est habitué à gérer des populations obéissantes. Notre État était une caserne militaire, si je veux exagérer. La preuve, ceux qui administrent l'État, je le dis en connaissance de cause, j'étais leur ministre, ils s'appellent entre eux toujours commandants. C'était des commandants. Et ça reste, dans la mentalité, ça reste des commandants. Parce que notre État a été conçu pour gérer des administrés. Alors voilà, je crois que le grand problème qu'on a, étant aussi longtemps que nous ne trouverons pas une solution à ce problème, nous n'allons pas être un pays participatif, un pays stable. Même la décentralisation que nous avons installée, ça aussi j'en parle en connaissance de cause. Nous avons décentralisé physiquement le pays, mais la gestion publique n'a pas été décentralisée. La gestion publique continue à être centralisée. Parce que les ressources publiques, humaines comme financières, continuent à être maintenues, détenues par les administrations centrales. C'est-à-dire les ministères, les grandes directions nationales. Aujourd'hui, encore, malgré la décentralisation qui est installée, ça fait plus de 20 ans, chaque 100 francs que l'État malien dépense, il n'y a que 10 francs, 15 francs au plus qui sont dépensés sur le territoire. Tout le reste est dépensé à partir de Bamako. Que faut-il faire pour sortir de l'ornière? Moi, je pense qu'on tourne autour depuis des années. Hein. On tourne autour depuis des années. Et plus on tourne, plus on attend, plus ça s'aggrave. Au point où aujourd'hui, moi je fais partie de ceux, je ne le cache pas, je le dis, je l'écris, je l'enseigne même. Nous n'avons pas d'autre moyen que d'aller négocier aujourd'hui. Ce que nous avons raté à l'indépendance, il faut aller le négocier aujourd'hui. Il faut aller négocier avec les communautés, les populations, l'existence de l'État. Ce qu'on essaye de faire dans les différents dialogues que nous organisons. Au Mali, nous avons organisé la conférence nationale 91. Bon, on a établi des choses, on a vu, maintenant ça fait plus de 20 ans que ça marche, on a vu les limites. Il y a eu des crises. Ensuite, on est allé au dialogue national, inclusif. Bon, normalement, on devrait sortir de la crise. Mais après le dialogue national inclusif, il y a eu le coup d'État. Ça veut dire qu'on n'est pas allé au bout du dialogue. Ce qu'on refuse de faire jusqu'à présent. Et c'est ça qui s'impose à nous et il faut le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne sortirons pas de la succession de coups d'État et de rébellions. Il faut aller recommencer la construction du Mali à partir des villages et remonter. Donc c'est ce que j'appelle la négociation nationale. Quand on dit ça, c'est effrayant. Parce qu'il y a plus de 12 000 villages au Mali. On s'effraie sur le temps, sur les ressources en temps et les ressources en moyens. Mais c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Mais aussi longtemps qu'on ne prendra pas le temps d'écouter toute la diversité malienne. Parce que nous sommes une nation diverse. Sur un territoire divers. Aussi longtemps que nous ne prendrons pas le temps de le faire. Si ça prend 6 mois, si ça prend 8 mois, si ça prend 1 an, prenons le temps de le faire.
pour que les Maliens se parlent entre eux, se mettent d'accord sur le nouveau projet qui va nous permettre de nous mettre ensemble pour construire notre avenir. Aussi longtemps qu'on ne le fait pas, bon, on n'entendra que les voix des élites. Et les voix des élites n'est pas certainement les préoccupations du Malien qu'on a l'habitude d'appeler les Maliens lambda. Qui lui est l'acteur majeur. Et ça, je vous assure qu'on peut l'organiser. Des tests ont été faits au Mali ici. Même Arga a fait un test. Ce que nous avons appelé l'Assemblée citoyenne du Mali. On a fait un échantillon de communes. Feu Ambroise, que certains d'entre vous ont connu Ambroise Dago, qui est malheureusement décédé. On a travaillé là-dessus ensemble. On est dans les villages. Discuter avec les gens. Pas sur leurs problèmes, les problèmes il y en a. Mais quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs engagements. Et là, vous verrez vraiment les préoccupations et dans toute la diversité malienne. La diversité malienne, c'est que nous sommes un pays de Peul, de Soraï, de Bamara, de Malinké, de Senoufo, et ainsi de suite. Nous sommes un pays qui part de Kidal, dans le Sahara, à Kadiolo, à la lisière de la forêt. C'est ça la diversité. Tant qu'on ne prendra pas en compte les préoccupations de toute cette catégorie de Maliens, pour construire un État qui convienne aux gens, qui fonctionne sur les règles des gens, qui fonctionne sur ce que les gens comprennent, on n'aura pas un État stable. Or, quand l'État n'est pas stable, il n'y aura pas de paix, et s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement. Voilà l'équation. Hein? Voilà l'équation. Et cette équation, malheureusement, nous n'avons pas réussi à la résoudre encore. Elle reste posée. Et l'actualité nous dit aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez couramment? Allons-y aux élections. Oui. Mais on allait aux élections en 2018, ça a résolu quoi? En 2020, on allait aux élections, ça a résolu quoi? Alors, le problème aujourd'hui du Mali, ce n'est pas d'aller aux élections, c'est d'aller chercher les points de vue des Maliennes et des Maliens, de toutes les catégories, de toutes les régions, de toutes les communautés ethniques, sur qu'est-ce qu'on fait du Mali. Sinon, on va encore aller aux élections, un an et demi, on va avoir un coup d'État, ou on va avoir une rébellion quelque part. C'est possible. Voilà l'équation. Et c'est pour ça, depuis 20 ans, nous parlons de refondation. La refondation n'est pas autre chose. La refondation, c'est de dire, le mur là, bon, ici, heureusement, il est en pierre, mais s'il est fissuré, il faut aller regarder dans les fondations. Et au Mali, aujourd'hui, pour asseoir un Mali stable, et uni, et en paix, il faut aller regarder les fondations. Sur quoi on a fondé le Mali moderne. On a fondé le Mali moderne sur les incohérences. Là aussi, je vous prends un cas, hein, la démocratie. Sur quoi est fondée notre démocratie aujourd'hui? Enfin, la démocratie, c'est nous qui avons fondé. Je fais partie des gens qui sont dans le mouvement démocratique. Nous avons fondé notre démocratie sur des règles du gagnant-perdant. Le gagnant-perdant, c'est-à-dire que on va au vote, celui qui vient en tête, il gagne, l'autre perd. Oui. Dans la logique de l'histoire des pays européens, qui pour eux, quand tu perds, tu attends ton tour, la prochaine fois tu gagnes. C'est ça leur logique. Ils comprennent cette logique. Ils fonctionnent culturellement sur cette logique. Mais chez nous, quand tu perds, tu meurs. C'est pour ça, d'ailleurs, culturellement, nous n'avons pas de gagnant-perdant. Nous avons un système gagnant-gagnant. Tout le monde gagne. On va me dire, comment tout le monde gagne? Tout le monde a quelque chose.
Notre société fonctionne sur cette base-là. Parce que si tu perds, tu meurs. Bon, notre démocratie est complètement en décalage par rapport à ça, ce que les gens comprennent. On passe fonder une démocratie sur la confrontation. Notre démocratie est une démocratie de confrontation. Or, culturellement, nous ne savons pas faire avec la confrontation. Elle n'osera jamais me confronter. Si elle dépasse cette année, je vais dire, attention, tu es ma fille. Hein? Et le débat est fini. Bon, parce que nous avons des modalités de fonctionnement des prises de décision bâties sur le consensus. Nous pourrons parfaitement concevoir une démocratie consensuelle. Ça existe de par le monde. Certains vont dire, ouais, le consensus n'est pas démocratique. Pourquoi? Parce que on a eu ici un président qui s'appelle ATT, qui a pensé, qui a dit que lui, il a fait du consensus. Or, il a fait de l'unanimisme. Le consensus est différent de l'unanimisme. Le consensus, on est trois. Chacun a son point de vue. Chacun exprime son point de vue. Chacun prend le temps d'expliquer et on se rapproche progressivement jusqu'à ce que tous les trois on soit d'accord sur une décision dans laquelle chacun se retrouve. C'est ça le consensus. C'est une modalité de décision, de prise de décision. Quelqu'un a parlé du Toguna. Effectivement. Le Toguna fonctionne comme ça. Chacun est écouté, chacun donne son point de vue. Et puis, on enlève toute possibilité de s'énerver, parce que c'est pour ça que le Toguna est bas. Si tu t'énerves, tu te lèves, tu cognes. Donc, chacun a la patience de discuter jusqu'à ce qu'on trouve une solution commune qui convienne à tout le monde. C'est ça le consensus. Mais l'unanimisme, c'est quoi? Moi, je décide, vous deux là, vous me suivez. Ça, c'est pas le consensus, je suis désolé. Ça, c'est moi, je fais, et ce que je fais, c'est tout le monde, il y a l'unanimité, me suit. Bon, malheureusement, c'est ce qu'ATT a fait. Il n'a pas fait le consensus, il a fait de l'unanimisme. Lui, il a décidé, les autres l'ont suivi. Voilà. Or, je pense que notre démocratie sera solide, assise, comprise par nos populations, quand elle sera une démocratie consensuelle. Parce que culturellement, nous n'aimons pas la confrontation. Nous ne savons pas faire avec. Aussi longtemps, bon, dans les pays où ça marche, les gens ils se confrontent, c'est les idées qui se confrontent, ça ne touche pas les personnes. Souvent d'ailleurs on fait des débats très durs, dès que le débat finit, on se lève, on se serre les mains et puis c'est terminé. Mais nous on ne peut pas faire comme ça, ça ne marche pas comme ça chez nous. Parce qu'on peut difficilement faire la distinction entre les idées et la personne. Donc voilà les problèmes que nous avons d'adaptation, parce qu'il n'y a pas de modèle unique universel de démocratie. Il n'y a pas de modèle unique universel de démocratie. Chaque société forge sa démocratie sur la base de principes universels. Les principes sont universels. Mais comment on fabrique ces principes? On met bout à bout ces principes pour fabriquer un modèle. Ça dépend de la culture de chaque société. Je refute l'idée qu'il y a un modèle universel de démocratie qu'on doit s'approprier. Non. Non. Il y a des principes universels sur lesquels on doit fonctionner. Principe de liberté, principe d'égalité, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas de modèle universel. Et ça, nous devrons le comprendre pour maintenant partir de ce que nos communautés comprennent, dans quoi elles se retrouvent, pour concevoir des modèles de démocratie qui leur parlent. Sinon, elles le mettent de côté, elles passent à autre chose, ou elles ne s'y intéressent pas. Elles ne s'y intéressent pas. Donc le système finit par tourner à vide. Parce que ça concerne de moins en moins de gens. Et c'est ça qui nous pend au nez aujourd'hui. Parce que nos institutions, notre modèle démocratique, nos élections
tout ce qui vient après, ça concerne de moins en moins de gens. Ou bien chacun essaie de tirer ce qu'il peut tirer. Bon, on vend les votes, on vend ceci, on vend cela. Bon, mais ça, justement, c'est parce que les gens ne se retrouvent pas et cherchent leurs bénéfices là-dedans le mieux possible. Et en fin de compte, tout le monde se retrouve frustré. Voilà. Et je vous assure, en tout cas pour moi, c'est la base de nos crises, c'est la base de l'instabilité chronique qui caractérise nos pays. Et sortir de là, c'est vraiment d'aller pointer toutes ces questions sur lesquelles des incohérences ont été installées et dans un débat public, dans un débat à l'intérieur du pays. Et comme je dis, n'hésitons pas à aller démarrer ces débats village, du niveau village en remontant jusqu'au niveau national. Et c'est faisable, on peut l'organiser. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ça. Merci. On va faire une conférence là. C'est elle qui doit parler, c'est pas moi.